Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler du petit rebond qu'on a eu hier et de où est-ce que tout ça pourrait nous emmener. Est-ce qu'on va au 17.3, au 18.5, au 19.5? On va essayer ici d'établir bien des scénarios potentiels et puis d'analyser un petit peu le momentum qu'on peut trouver au travers de cette hausse. Et on ira ici également faire un tour du côté des news au niveau du marché de l'emploi aux États-Unis. Et je vais vous expliquer le marché de l'emploi qui se contracte aux États-Unis, moins d'offres d'emploi qui sortent, ce qui pourrait être plutôt bullish pour Bitcoin, au sens où ça force le passage potentiellement d'un scénario risk-on, c'est-à-dire que la Fed est plus accommodante, et donc du coup on peut potentiellement ici repasser risk-on. Pourquoi oui, donc là je suis sur le BTC face au dollar en 4 heures. N'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez, nous rejoindre sur le Discord éventuellement, activer la cloche des notifications pour être sûr d'être notifié de toutes les vidéos, et puis mettez un like aussi, c'est important. Mettre un like, c'est le juste retour du temps que je passe moi de mon côté à produire les vidéos. Si jamais vous en appréciez le contenu et que vous en êtes fervent, n'hésitez pas à prendre le temps de mettre un like. On est ici donc sur le BTC face au dollar comme d'habitude. On était dans ce triangle de contraction que vous voyez ici. On a cassé ce triangle à ce point-là. Vous voyez que tout de suite le prix s'accélère, puisqu'on était globalement un peu bloqué par la borne haute de ce triangle. Vous le voyez ici, et puis là on casse. Concrètement, quels sont les targets éventuels qu'on pourrait voir ici? Eh bien déjà, en termes chartistes, on pourrait voir éventuellement une épaule, tête, épaule sur ce mouvement-là, inversé. Vous voyez que la ligne de coup est là, c'est pareil, elle a cassé. Donc pour le moment, on attendra la clôture éventuellement daily, puisqu'on peut voir cette figure en daily, donc on attendra de voir si tout ça n'est pas juste une déviation, mais néanmoins on pourrait ici imaginer que la target de cette épaule tête épaule, et je vais vous la reprendre et je vais vous la recalculer pour être sûr, on est quelque part par là, la ligne de coup elle est quelque part un peu plus penchée peut-être par ici. Donc on a cette target qui est à peu près là, et le point de cassure qui est ici. Donc on reporte la distance de la ligne de coup jusqu'à la tête au point de cassure, et on a une target autour des 18.3. Tout à l'heure j'avais calculé plutôt 18.5. On sait qu'on a une zone de liquidité assez importante au 17.3 à venir chercher, donc ça serait étonnant de pas faire ce mouvement pour aller la prendre, étant donné qu'on en est maintenant très proche. Néanmoins, c'était le propos de ma vidéo d'hier, on a beaucoup de news qui sortent aujourd'hui. Donc, est-ce que ce triangle a cassé réellement? La réponse est non. Moi, j'attendrai une vraie confirmation que on a une cassure au-delà de ce niveau. Et quelle serait cette vraie confirmation? Elle serait tout simplement de clôturer ce soir, on va dire au-dessus de 16.8, c'est-à-dire le niveau actuel. Donc si à partir de là on ne réintègre pas cette figure, pour le moment pour moi c'est bon, cette figure elle aura cassé haussière, en tout cas on pourra l'invalider puisque on va probablement en sortir par le côté ou par le dessus. La deuxième chose, c'est cette épaule tête épaule qui est effectivement une target autour des 18.5. La troisième chose, c'est beaucoup de liquidité au 17.3. Et là, je vous donne tout ce qui est un peu bon pour dire tout ce qui est plutôt en train de dire que effectivement, ce mouvement pourrait éventuellement avoir un petit peu plus de coffre. Et puis on a aussi, vous le voyez ici, cette épaule tête épaule qui a une target autour des 14 000 $, et pour le moment il n'y a pas eu de retest de la ligne de coup, donc ça pourrait également être potentiellement quelque chose que le prix aurait envie de faire, et là auquel cas on se dirigerait vers les 19,5, c'est-à-dire un retest de, vous le voyez ici, ce point que je vous ai mis qui est à la fois une résistance et un point de liquidité. Donc 17,3, 18,4 on va dire, et 19,5 seraient potentiellement les trois niveaux de prise de profit de ce potentiel long. Néanmoins, on a pas mal de choses ici qui nous disent attention, c'est notamment ici, vous le voyez, le volume profile, où là pour le coup on nous dirait plutôt que c'est autour de 18,8 que les choses vont se calmer, entre 18,4 et 18,8. On a également d'autres choses sur le pavé, à savoir bien entendu toutes ces figures bearish qui montrent vers les 12 ou 14 000 $. Concrètement pour moi c'est plutôt les 14 000 pour l'instant qui sont montrés du doigt. Et puis voilà. Pour ce qui concerne Ethereum, on va faire peut-être un peu de momentum, juste, je l'ai fait ce matin sur le Discord, mais du coup on va en profiter pour le faire également dans la vidéo. Concrètement, on a un point d'achat ici sur le Market Cypher, vous voyez, qui attend d'être confirmé pour ce soir, une VWAP qui s'écarte fortement du zéro. Pour le moment, on a un stochastique qui est en haut, mais qui accepte de ramper un petit peu dans la zone qui est en haut, pour vous montrer un petit peu, voilà, ça peut donner ce type de choses-là,
stochastique qui rampe, qui reste vraiment en haut pendant un petit moment. Et puis on a un shop qui est plutôt chargé. Ce qui me plaît pas mal, c'est qu'on avait ici un palissement du MACD sur la journée du 28, donc lundi. Et puis là, on a une reprise haussière au niveau du momentum acheteur, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Globalement, le momentum est plutôt bullish en daily. En 3 jours, même chose, on a ce mouvement de vente, vous le voyez, qui commence à se calmer. Là, donc qui désormais marque une douzaine de jours où on se calme. On a ce point d'achat sur le Cypher qui a été confirmé, on est passé au-dessus du 0 ici sur la VWAP, et le point d'achat a été confirmé hier. On a un stochastique qui là pour le coup est à 0 ou quasiment, donc on a de la marge là ici pour éventuellement remonter, même si théoriquement, comment dire, le stochastique pour le coup lui en daily est très haut, donc on s'attendrait plutôt à un petit retracement avant de repartir. Et en weekly c'est un petit peu la même chose, on a un stochastique qui était autour des 10, qui désormais marque une inflexion vers le haut. Par contre on n'a toujours pas en weekly ce point d'achat qu'on attend. Vous voyez que les droites se rapprochent ici, les courbes de momentum qui ont des oscillations on va dire différentes, l'une est plus rapide que l'autre, et bien on n'a toujours pas ce croisement de la VWAP d'avec le 0 en weekly, et on n'a toujours pas ce point d'achat sur Cypher. Quand on aura ce point d'achat, on peut imaginer un assez long swing avec un momentum plutôt haussier, et comme on a un stochastique qui est vraiment aux fraises, on peut imaginer que ce mouvement est plutôt bien. Concrètement aussi, on avait ici 3 palissements de suite du MACD de ce mouvement acheteur, et ça c'est pour le weekly. Et concrètement également, vous le voyez que ici on se reprend, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Il faut que le prix reste un petit peu dans ces zones là, et on pourra ici imaginer que c'est le cas. On avait également avant ce rebond au 17, quand on était autour des 16, on avait un retour de la zone foncée dans le MACD en monthly, c'est-à-dire qu'en monthly on était en train, malgré ce palissement ici qui concerne le mois d'octobre, le mois de novembre avait l'air plus impulsif vers le bas, plus vendeur que le mois d'octobre. Pour le moment, c'est pas le cas. Vous voyez que les deux droites recommencent à s'écarter puisqu'on se rapproche ici d'une clôture qui aura lieu probablement, qui aura lieu ce soir. C'est pas qui aura lieu probablement, mais qui aura lieu ce soir puisque demain nous serons le 1er décembre. Important aussi et très important également, et j'en ai pas encore parlé. Si ça veut bien, voilà. Eh bien, on est au contact d'une ligne de tendance qui pour moi est assez importante. Pourquoi ? C'est la ligne orange que vous voyez là ici sur la figure. Et pourquoi elle est importante ? Parce que pour moi, elle a pas mal joué. Alors, c'est pas vraiment une résistance ou un support, encore qu'elle joue vraiment ici son rôle à chaque fois. Mais vous voyez ici, là, on commence à la dessiner sur ce point-là. Et puis ensuite, ici, on revient lui faire un bisou. Ici, on la traverse. On a une grosse déviation là au-dessus. Donc, on peut pas vraiment appeler ça une résistance. Vous voyez qu'ici, on fait du ski sur la descente où on refuse de la perdre. Finalement, elle est perdue, accélération haussière. On essaie ici de revenir la chercher. On la retouche par 2 fois et à la deuxième retouche accélération baissière. On revient ici la toucher sur toute cette correction montante et dès qu'on la touche accélération baissière, on revient à nouveau la tester ici accélération baissière quand on la touche. Je vais nettoyer un petit peu parce que sinon ça va faire beaucoup. Et puis ici on a eu également encore un rejet et là on vient de la passer. Ensuite le drame FTX, on va appeler ça comme ça, qui fait qu'on la retraverse à nouveau. Et là depuis en fait ce triangle on est quand même relativement pas mal au contact. Et concrètement à 16 800 au prix actuel, je vais juste nettoyer encore une fois, à 16 800 au prix actuel on est pile au contact de cette traîne. Donc le concept ici c'est soit on redépasse et on fait un joli mouvement haussier, éventuellement une troisième déviation, puisque vous le voyez là ici on a fait une grosse déviation ici et une grosse déviation au-dessus, donc on ne peut pas réellement appeler ça une résistance. Néanmoins vous voyez que les points de contact ils sont hyper propres, 1, 2, 3, 4 ici, on en avait un là, 5, 6, 5, 6, 7, voilà, 7 points de contact où on a eu des rejets sur cette droite là. Donc concrètement si on arrive à la passer, eh bien on a des bonnes chances ici de venir à minima couvrir encore une fois toute cette zone de volume profile et potentiellement à minima également venir essayer de chercher les 20,5 les 19,5 pardon. Donc, surveillez bien pour moi cette droite de tendance, vous ne devriez pas avoir trop de mal à la trouver parce que vous voyez que là ici 1, 2, 3, 4 touches et dès qu'on la touche vraiment ça fait ce type d'accélération. Ici même sur la journée, vous voyez qu'on a quasiment clôturé au-dessus et puis finalement le lendemain on la perd. Ici on revient la tester, c'est vraiment une ligne de tendance qui pour moi est importante et qui du coup si on la passe et qu'on arrive à s'affranchir de ça, on pourrait éventuellement en rester le côté. On va dire que globalement c'est la pente de cette correction en fait, c'est comme ça qu'il faut le prendre,
c'est-à-dire que là on a toute cette correction, on va dire la correction globale, hein, celle-ci, celle qui se fait en 5, et globalement on en voit ici assez facilement la pente, c'est-à-dire que c'est elle qui pourra nous dire, admettons si on devait temporiser et dire on trouvera un bottom par exemple au 24 janvier 2023 à 14 000 $, c'est vraiment ce type de pente qu'il faudrait regarder pour essayer d'avoir une notion temporelle, c'est pas temporisé mais temporalisé, voilà, une notion temporelle des choses, puisqu'on voit assez facilement que effectivement on est en dessous, effectivement elle nous repousse, mais effectivement l'envie du prix c'est de la repasser. On va passer sur Ethereum qui a été un petit peu plus bullish que Bitcoin dernièrement, comme à son habitude. Eh bien, sur Ether, concrètement, ce qu'on peut voir, c'est que effectivement, on a des plus bas qui sont de plus en plus hauts. On s'est affranchi du dernier plus bas. Donc, on est pour le moment, et on avait donné une target haussière pour ce bull flag autour des 1330. Pour le moment, on est sur cette résistance qui se trouve à 1260. Très important pour moi, et j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne. Pourquoi? Parce que tout simplement, et du coup, c'est un petit peu la même chose que ce que je vais vous montrer en termes, et je vais vous la montrer après aussi également, mais vous voyez ici, on est rejeté, on la dépasse, on accélère assez fortement. Ici, quand on vient faire toute cette correction, on essaye de maintenir ce support qui désormais était passé, est un support horizontal, et ici quand on redescend, on revient la tester à nouveau, et là on est sur le retest de cette ligne des 1260. Donc très important pour Ether de s'affranchir de ce niveau des 1260. Très important également de s'affranchir de la droite qui est bleue ici. La droite bleue c'est quoi? C'est la ligne de coup également d'une épaule tête-épaule qui se construit comme ci, épaule gauche, épaule droite, épaule gauche. Elle n'est pas extrêmement propre puisque ce niveau-là là, est beaucoup plus important, mais elle est là, hein. De toute façon, même si elle n'est pas parfaite, elle est ici. Quelle est la target de cette épaule, tête-épaule? Vous le voyez, quand on reporte au point de cassure, eh bien c'est la target qu'on avait parfaitement atteinte, c'est-à-dire les 879 $. Néanmoins, repasser cette épaule, tête-épaule, comme on l'avait fait ici, et à chaque fois vous le voyez que ça fait quand même une accélération dès qu'on la passe, eh bien repasser celle-ci, en même temps qu'on est au contact ici, et comprenez bien ici qu'une double résistance, c'est très difficile à passer, il va falloir du momentum. Vous le voyez ici, donc la blanche qui est là et la bleue, on est en ce moment au croisement. Eh bien, repasser tout ça voudrait dire potentiellement trouver un rallye moyen terme, ou en tout cas un assez fort swing. C'est ce qu'on va faire si jamais on atteint la target de ce bull flag qui, je le rappelle, est aux 1330 $. Pour moi, ce qu'il est important de regarder ici, c'est les clôtures. C'est pas uniquement venir faire une mèche ici autour des 1346, qui est probablement un point de liquidation important pour les shorters, mais c'est encore plus passer au-dessus, s'affranchir, rester au-dessus, et éventuellement même sortir de ce flag là, qui n'en est plus un, puisque ça fait désormais un bon moment qu'on est là, et on pourrait plutôt ici parler de canal descendant, mais néanmoins s'affranchir de ça également. Donc ça veut dire ici pour moi sortir, pullback, et éventuellement s'installer dans la zone plus ou moins autour de cette zone là, c'est-à-dire la zone entre les 1356 et les 1550 $. Voilà pour Ethereum. Globalement le momentum en weekly, etc. est plus ou moins équivalent à Bitcoin, et voilà. Donc on va ici aller regarder les news. Sur les news, des news sur Alameda, je crois qu'il y a eu une interview de Sam Bankman-Fried qui est sortie. J'ai regardé à peu près dans les grandes lignes globalement. Bon, il n'y a rien de bien intéressant. Il dit qu'il ne sait pas coder, il dit que c'est pas sa faute, il dit qu'il n'était pas au courant. Voilà, mais rien de... On va ici passer sur FTX parce qu'on en a fait beaucoup dernièrement. Concrètement ici, sur la zone euro, l'inflation qui passe, je crois, de 10,6 à 10%. Donc on se calme au niveau de l'inflation en Europe, et c'est plutôt une bonne chose également. Les stocks qui font une petite montée juste avant le discours de Powell qui aura lieu ce soir à 19h30. Donc à voir ce que va nous dire Powell ce soir, et je vais vous faire un point là-dessus après. Ici, Coinbase Wallet, qui est plus ou moins un wallet qui vous permet d'avoir vos propres clés, hein. C'est plus ou moins comme une sorte de MetaMask, on va dire. Le Coinbase Wallet qui déliste 4 tokens, je crois qu'il s'agit de XRP, XLM, on a aussi Bitcoin Cash dedans, et un autre dont je me rappelle plus exactement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'ils se mettent ici, ils se disent que potentiellement
la SEC va attaquer ces tokens et que donc ils essayent ici de potentiellement encore une fois essayer d'avoir d'être bien avec la SEC, je sais pas. Néanmoins, c'est pas très bon bien entendu pour XLM, XRP, etc. que d'être délisté de ce wallet. Coinbase nous dit que c'est à cause d'un manque d'usage, c'est-à-dire que très peu de gens l'utilisent, donc du coup ils ont décidé de les enlever. C'est même pas très bon, tout simplement aussi que publiquement il y a un manque d'usage sur ces wallets là. Néanmoins, ici, vous le voyez, du côté du MiCA, etc., et de l'Europe, on dit que ça urge de manière de faire une régulation. Il y a beaucoup ici de demandes du côté de l'Europe à venir dire, maintenant, il va falloir réguler. Du côté de l'Afrique, ça bouge pas mal avec ici une start-up camerounienne, et on voit ici aussi des... du côté du Nigeria, pardon, on est en train de délister de la crypto des agendas du digital asset. Ici, on arrive sur le ADP Employment Report. Je sais plus si j'ai gardé c'est pas grave, de toute façon, on va ici aller faire un point. Globalement, on avait ici, sur le précédent mois, c'est-à-dire le mois d'octobre, 239 000 jobs qui avaient été ajoutés à l'économie américaine. On avait un consensus qui n'était pas à 190 000, mais il était à 200 000. Donc du côté Trading Economics, le consensus était donné pour 200 000 créations d'emplois, et en fait on a eu que 127 000. Donc ça c'est plutôt bien pour Bitcoin, au sens où la Fed va pivoter quand elle aura réellement la conviction que le marché de l'emploi s'affaiblit. Et pour l'instant, on a vraiment les premiers signes de ça. On a des premiers signes déjà que l'inflation ralentit. On attendait ici des premiers signes que le chômage, entre guillemets, revient et pour repasser éventuellement risk-on. Je vous rappelle que ça veut pas dire on est content parce qu'il y a du chômage. Ça veut dire que le marché a toujours de l'avance par rapport à ce qu'il va se passer en termes de croissance plus tard. Il a de l'avance sur les earnings. Le but, c'est tout simplement non pas d'investir quand une compagnie fait énormément de bénéfices, mais d'investir juste avant. Et l'idée ici, c'est que potentiellement, on a déjà dans les prix une récession potentielle. On l'a vu sur la courbe d'inversion des taux à 10 ans, 2 ans, etc. On a vu qu'il y avait pas mal de signaux qui montraient qu'il allait y avoir une récession. Donc le marché a déjà mis dans ses prix cette récession-là. L'idée, c'est que maintenant, le marché reprendra tout simplement quand la Fed décidera qu'effectivement, on est en plein dans cette récession et qu'effectivement, ils vont réaccommoder à nouveau les conditions de crédit. On a aussi la révision, je crois que c'est la deuxième révision, donc c'est pas la deuxième révision, c'est la deuxième estimation, on va dire, du GDP, donc du PIB américain. Vous voyez que le précédent était à 2,6, c'est-à-dire qu'il avait été calculé dans sa première estimation à 2,6, et en fait, le bureau du commerce ici a fait sa révision, et ils ont remarqué qu'en fait, la croissance américaine sur le quarter 3, donc sur le troisième trimestre, était non pas à 2,6, mais à 2,9%. Donc d'un côté, on a une croissance qui est plus importante que ce qu'on pensait, et de l'autre, on a un marché de l'emploi qui est moins tendu que par le passé. Donc ces deux choses-là sont antinomiques, au sens où entre guillemets, le marché aurait peut-être préféré qu'on reste dans les chiffres ici des 2,6 sur le GDP, mais en ce moment, finalement, l'impression est en train de changer un petit peu et le marché commence à avoir peur, non pas d'une récession, mais d'une dépression ou de quelque chose de plus important, c'est-à-dire est-ce qu'on a bien mis dans les prix le fait qu'on allait avoir une récession de 6-8 mois et puis c'est terminé, ou alors est-ce que on va sur quelque chose de plus gros, à savoir, je ne sais pas, par exemple, un bank run, des banques qui ont réellement des problèmes de liquidité, ce genre de choses, etc. Et où donc, du coup, un petit peu comme sur ce qu'on avait eu sur la grande crise financière de 2008. Donc c'est un petit peu la question que se pose le marché en ce moment. Ce soir à 19h30, n'oubliez pas qu'il y a le discours de Jérôme Powell. Jérôme Powell pourrait avoir ici deux angles d'attaque. Le premier pourrait être, bon, on a des très bons signaux et ça nous dit que potentiellement on est plutôt content de notre boulot et de ce qu'on a fait et que notre politique est en train d'agir, c'est-à-dire que l'inflation baisse et que le marché du travail est un peu moins tendu, donc on ne va pas rentrer dans une spirale des salaires. Spirale des salaires voulant dire tout simplement que, étant donné que, si vous voulez, les prix augmentent, à ce moment-là, les patrons, étant donné que le marché de l'emploi est super tendu et qu'ils n'arrivent pas à trouver des employés, augmentent les salaires et donc du coup les prix augmentent, donc c'est une spirale. Donc soit il nous dit ça, soit il nous dit, bah écoutez, pour moi, j'ai eu quelques infos, bon c'est pas mal, le CPI est plutôt sympa, c'est plutôt cool, mais je pense que c'est pas du tout gagné et je pense que ça sera plutôt le ton du discours, hein. Le discours risque d'être relativement hawkish.
Je sais pas si c'est des questions-réponses ou un discours. En général, Powell a tendance à être plus hawkish, donc anti-inflation. Hein. J'entends que dovish étant l'inverse, comment dire, politique accommodante monétaire, voilà. Donc Powell a tendance à être plus hawkish quand il lit ses notes que quand il répond aux questions. Il a tendance à plus botter en touche quand il répond aux questions, et en général, les marchés préfèrent ça. Néanmoins, aujourd'hui, 19h30, on aura ce discours de Jérôme Powell. Et ici, je vous parlais des banques tout à l'heure et de leur potentialité à avoir des petits problèmes de liquidité. Et vous voyez que c'est plus ou moins ce que regarde cette analyse ici. On a vu que en fait, si vous voulez, théoriquement, dans un contexte de hausse des taux, les banques restaurent leur rentabilité, en principe. Hein, normalement, c'est plutôt ce qui se passe. Par contre, en général, on augmente les taux quand l'économie va bien. Et là, on est en train d'augmenter les taux quand l'économie va mal, parce qu'on est en période de surinflation. Donc le risque, c'est tout simplement que les banques aient également des problèmes dans ce contexte-là, des problèmes de trésorerie et des problèmes notamment de rendement sur les obligations, enfin des tas d'autres choses qu'elles mettent sur le marché. Et donc potentiellement je sais pas, pour faire simple, qu'il y ait des impayés sur les obligations, que les obligations rapportent pas nécessairement ce qu'elles doivent être faites, pour vraiment faire très très simple. Hein. Et concrètement, ici, on se rend compte qu'en fait, là où on pensait que peut-être dans un contexte de hausse des taux, il aurait été super d'investir sur le secteur bancaire qui théoriquement restaure sa rentabilité, puisque vous avez un delta de taux qui est plus intéressant, puisque le boulot initial des banques, c'est de faire du crédit. Eh bien, on se rend compte qu'en fait, elles ont des problèmes de liquidité et que donc, du coup, vous comprenez que les taux d'usure, toutes ces choses-là, etc., elles peuvent éventuellement moins prêter. Et donc, finalement, au niveau des earnings, etc., le secteur bancaire marche pas aussi bien que ce qu'on pensait dans un contexte de hausse de taux, tout simplement parce que l'économie est à la peine. Donc, concrètement, et là je trouve que ça résumait très bien la journée d'aujourd'hui, concrètement vous avez un discours de Powell ce soir, vous avez des risques qu'effectivement Powell fasse des commentaires qui renforcent son message du FOMC de novembre, où il avait dit attention, ça va... On ne bougera pas tant que l'inflation ne sera pas à 2%, etc. Et puis, de bien dire que effectivement, potentiellement, il pourrait faire une baisse de 50 points de base au lieu de 0,75 au prochain meeting, c'est-à-dire celui du 14 décembre, mais que ça ne veut pas dire qu'ils sont sur un pivot dovish. Et concrètement également, vous le voyez, un secteur de l'emploi aux États-Unis qui a tendance à un petit peu plus se détendre, on était très tendu au plein emploi total, et puis cette fameuse estimation du GDP qui a été modifiée. On va maintenant faire les liquidités. On a liquidé 66 millions hier, donc 25 millions sur Bitcoin et 21 millions sur Ether. Globalement, c'est kiff-kiff. Vous voyez qu'on a liquidé surtout du shorter, sauf sur Bitfinex, mais bon, c'est pas la première fois que Bitfinex est à contre-courant. On va pas faire le carnet d'ordre, on va pas faire les options. On va faire ici les liquidités. Vous voyez qu'on a pris sur Bitcoin 3 niveaux de short. Ce niveau-là qui avait été construit hier, ce niveau-là, celui-ci et celui-ci qui était un petit peu plus vieux. On s'est rapproché du niveau des 17 100 et des 17 168. Qu'est-ce qu'on a fait depuis? On avait un gros niveau de long, enfin on avait un petit niveau de long qui est devenu gros ici. Donc pour moi, on peut même le passer en assez conséquent à 16,3. Donc 16,3, target baissière éventuelle, on a eu beaucoup de longues, vous le voyez ici, le open interest qui rentre assez fort, et avec cette hausse du prix. Ici, on a eu un niveau de short qui a été short squeezé juste derrière. Oui, c'est ça. Et ici, un nouveau niveau de short qu'on va rajouter, et qui va se trouver juste ici. Juste ici. Donc ce niveau-là, il est simple, il est bleu parce que c'est des shorters, et concrètement, il est à 16 900 $ dorénavant. Pour moi, ça serait étonnant de ne pas flaguer ici et repartir un peu plus haut pour aller chercher les 17,3. Mais c'est tout à fait une possibilité. Et sachez bien entendu qu'on a de la liquidité à 15,9, j'en ai parlé. Bon là, on n'a pas le niveau malheureusement parce qu'on l'avait à peine touché, mais on le voit très bien sur les heatmaps. D'ailleurs, je vais rajouter un niveau... Voilà, 15,9, vous voyez que c'est le dernier plus bas là ici. Là on sait qu'il y a de la liquidité à prendre et qu'elle est assez conséquente également puisqu'on le voit très bien sur les heatmaps. Donc on a deux niveaux 16,3 et 15,9 à venir chercher en bas et on a les 17,3 à venir chercher en haut. On a aussi de la liquidité au 18,5, ça on le sait, on en a déjà parlé et on va désormais aller voir Ethereum. Si j'arrive à écrire.
Ah oui, il me propose même de faire la dictée vocale, tellement je tape comme un... Alors, donc du coup, on est sur Ethereum, même chose, deux niveaux nettoyés, vous voyez qu'on n'a pas touché sur Ethereum les 1293, on s'est fait repousser par ce fameux point des 1260. Comment on s'est construit depuis? Pas mal sur du long jusque là. Ici, il y avait un point de short, mais il a été nettoyé, on s'est reconstruit sur du long à partir d'ici. Là, il y a eu un point de long assez conséquent, peut-être des insiders ou quoi. Ici, on a été shorté assez fortement d'ailleurs, hein, sur ce point-là. Et puis ensuite on a été relongué à partir d'ici, mais ça a été nettoyé depuis. Donc concrètement sur Ether c'est la même chose, c'est ce qu'on disait, niveau assez conséquent à prendre notamment à 1300, vous voyez qu'on l'avait mis en 2 pixels celui-là, donc c'est une droite assez grosse, donc on avait considéré que c'était un gros niveau de liquidité, et sur Ether des choses à venir prendre jusqu'au 1196, juste en dessous des 200. On voit que le CVD spot ici est très bien monté, il a eu une grosse poussée, et puis là il est en train un petit peu de corriger. Pour le moment tout ça a l'air plutôt d'un flag, donc ça serait plutôt une figure bullish. Si jamais on note ici les niveaux, alors là je vous le fais pas sur le prix parce que là on est en 5 minutes, c'est pour ça que j'en profite pour vous faire tout ça. Pardon, excusez-moi. Tout ça a plutôt l'air d'un flag, donc ça voudrait dire effectivement continuer sur ce mouvement haussier. Hein, si Powell ne nous sert pas quelque chose de trop violent tout à l'heure, ou alors le faire avant, et aller chercher les 1330 $ target de ce flag. À voir si c'est ce qui va se mettre dans les prix d'ici demain. On va désormais aller voir les poches de liquidité. Et sur Bitcoin, vous voyez qu'on a désormais plus de long que de short en dessous. Encore une fois, on a les 16.3 qui sont 16.2, 16.3 qui est vraiment une target baissière assez conséquente. C'est ce que je vous avais expliqué ici. On a un niveau de long assez conséquent, encore une fois. Et puis sur notre ami Ethereum, très grosse position également, avec un prix de liquidation éventuel au 1220. La grande question étant, est-ce que le CVD spot va continuer ici? Est-ce qu'on va effectivement mettre en place ce flag et plutôt aller chercher cette position, vous le voyez à 111 millions là, qui a été ouverte en haut, ou alors est-ce qu'on va aller chercher la grosse position qu'on voit là, qui est autour de 180 millions, si je vois bien, oui c'est ça, 180 millions, avec un potentiel prix de liquidation, si jamais le levier est en x25, au 1220 $. La question étant quand est-ce que sont rentrées exactement ces positions, quand est-ce qu'elles vont prendre profit, bien évidemment. Si le prix ici n'a pas corrigé d'ici un certain moment, on peut imaginer qu'il y aura des prises de profit qui vont être faites auparavant, donc on suivra tout ça de très près, bien évidemment. Ensuite, la heatmap, on m'a demandé de regarder la heatmap en plus de mois, c'est-à-dire en 3-4 mois, donc on va le faire ensemble. Ça m'a été demandé par un abonné. Je réponds à tous les commentaires, hein, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. Parfois, je mets 3-4 jours à répondre parce que j'ai fait autre chose, mais je réponds vraiment à tout. 16.3, encore une fois, vous le voyez, on en a parlé tout à l'heure, c'est cette grosse potentiel niveau de liquidation, et toujours les 17.3 en haut, ça c'est pour la heatmap en 12 heures. Pour la heatmap en 7 jours, celle qui marche, je trouve, très bien en ce moment, eh bien, on a... Si ça veut bien charger, j'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à aller voir dans les liens d'affiliation de la chaîne s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser, notamment au niveau des achats de Ledger, plateformes d'échange, etc. Vous aurez des bonus. 15 900, on en a parlé tout à l'heure, hein, vous voyez qu'on est relativement cohérent par rapport à ce que nous dit la heatmap également. 14,9 en bas et 13,3 toujours en bas. Vous voyez que le 15 900 a fortement forci depuis avant-hier, hein, on est vraiment bien dans le jaune ici, on a même une barre au 15,8 qui s'agrandit également dans le jaune. Et vous voyez également que autour de hier soir, on a eu des assez forts niveaux de short. Une fois qu'on a trouvé ce top, en fait, les shorts sont rentrés et ils ont placé leur prix de liquidation juste au-dessus de ce niveau-là, des 17 100. Donc je ne serais pas étonné qu'on fasse en gros quelque chose comme 17,3. Ensuite, un éventuel retest. Je vais vous le montrer ici sur le prix. 17.3, oh pardon, hop là, tac, tac, 17.3, ensuite un éventuel retest des 16.8, voire potentiellement de cette droite jaune ici, enfin la orange que vous voyez, c'est-à-dire potentiellement venir chercher tout ce qui se trouve au 15.9, c'est-à-dire venir prendre ce qu'il y a au 17.3, revenir taper tout ce qu'il y a sur les 15.9 et après éventuellement faire un petit mouvement jusqu'au 19,5 jusqu'ici. Ça aurait
pas mal de sens, on va dire, que de faire ce type de mouvement, en tout cas au vu des liquidités, pas forcément au vu également de la structure, hein, puisqu'on a cette épaule tête épaule inversée, elle avait, je crois, elle avait autour des 18,4, donc là non, on n'en toucherait pas la target, on la toucherait que plus tard, mais personnellement, voilà, ça serait mon scénario privilégié. Je vous engage à en avoir un, encore une fois, et ne mangez pas du fast-food ici d'analyse technique. L'idée ici, c'est plutôt de vous donner les outils, de vous montrer comment vous pouvez fonctionner avec une routine, c'est-à-dire faire une analyse fondamentale, technique et de sentiments tous les jours pour éventuellement établir des scénarios en fonction des liquidités, en fonction des news, en fonction de ce qu'il se passe également sur la chart. Les analyses techniques pures et dures vous diront montre-moi la chart et je te dirai la news. Moi, je te dirai montre-moi la chart, montre-moi la news et montre-moi les liquidités et éventuellement j'essaierai d'établir un scénario qui sera vérifié plus de 50% du temps, ce qui me permettra de gagner de l'argent sur mon trading, c'est tout simplement l'idée. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour ici, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, venir éventuellement nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. N'oubliez pas de vous présenter. Et puis, j'ai pour habitude de poser une question à la con, c'est-à-dire de discuter en commentaire de choses qui n'ont rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et aujourd'hui, la question, elle sera sur... Elle sera sur j'ai pas du tout préparé l'histoire, je vous avoue. Elle sera sur votre appétence à rester concentré pendant longtemps. Est-ce que vous avez cette possibilité de concentration vraiment pendant longtemps? Bon, si vous êtes tapé 31 minutes de ma vidéo, je pense que c'est le cas. Donc c'est une question qui n'en est pas une. Mais voilà, est-ce que vous avez besoin ici de prendre des pauses de temps en temps, etc. Ou est-ce que vous arrivez à rester très concentré sur quelque chose pendant très longtemps? Question à la con s'il en est, n'hésitez pas à répondre si ça vous intéresse. Et voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin. À très bientôt.